Tu penses que la richesse est une question de chance? Faux. Si tu échanges ton temps contre un salaire, tu acceptes un marché truqué. Aujourd'hui, on déconstruit le troc criminel qui te condamne à la médiocrité financière. Bienvenue dans The Debate. Aujourd'hui, on va imaginer la scène. Quelqu'un vous arrête dans la rue et il vous propose le marché suivant. Il vous dit « Donnez-moi 5 de vos objets les plus précieux aujourd'hui et je vous en rendrai 2 ce week-end. » Qu'est-ce que vous faites? Je pars en courant, évidemment. C'est une arnaque absolue. Personne de sensé ne signerait volontairement pour un retour sur investissement négatif de 60%. Exactement, vous détruiriez la majorité de votre capital de manière quasi instantanée. Pourtant, selon le texte, profondément provocateur que nous analysons aujourd'hui, nous acceptons tous ce marché désastreux. Et on le fait consciemment chaque lundi matin. Ouais, c'est le contrat de base du salariat, en fait. C'est la fondation même de ce que l'auteur appelle la voie lente. Donc aujourd'hui, nous plongeons dans une confrontation d'idées autour de la mécanique fondamentale de la création de richesse. La question centrale de notre discussion, c'est celle-ci, la voie lente, donc cette stratégie traditionnelle qui consiste à échanger son temps contre un salaire, à épargner avec frugalité et à investir en bourse sur des décennies. Est-ce que c'est un pari mathématiquement voué à l'échec, un système limitant qui mène inévitablement à la médiocrité? Ou à l'inverse, s'agit-il d'un socle responsable, réaliste et essentiel pour bâtir une vraie sécurité financière pérenne? C'est ça, et c'est une question qui remet en cause à peu près tout ce qu'on nous a appris depuis l'enfance. Cette analyse, elle émerge directement de notre texte source, donc la deuxième partie de l'ouvrage, qui déconstruit et critique très sévèrement les paradigmes traditionnels de l'éducation, de l'emploi salarié et bien sûr de l'investissement passif. Pour ma part, en tant que défenseur de ce texte, je soutiens que la voie lente est une illusion mathématique absolue. C'est un système qui aliène le temps et le contrôle de l'individu. Et de mon côté, je défendrai la perspective inverse. Je suis convaincu que cette approche offre une sécurité indispensable, surtout face aux risques extrêmes de la vie économique. À mon sens, l'auteur redéfinit la notion de richesse de manière biaisée, voire totalement élitiste, en fait uniquement pour faire valider son propre discours narratif. C'est une tension qui est fascinante. Et pour bien la comprendre, je pense qu'il faut d'abord poser les bases mécaniques de ce système. Si on s'en tient strictement à l'analyse du texte, la voie lente, elle est viciée de l'intérieur. Et ça, c'est à cause d'un concept que l'auteur nomme l'incontrôlable levier limité ou l'ILL. Attendez, décortiquons ce terme pour ceux qui nous écoutent. Pourquoi l'auteur insiste-t-il spécifiquement sur ces mots? Incontrôlable d'un côté et limité de l'autre. C'est vraiment la question fondamentale. Si on réduit la voie lente à son équation mathématique la plus stricte, la richesse y est définie par 2 variables. D'abord, votre emploi, c'est-à-dire votre valeur intrinsèque, plus vos investissements, donc les intérêts composés. Le problème fatal de cette équation, c'est que la mécanique même de ces 2 variables repose sur un élément fini qui est le temps. C'est-à-dire le nombre d'heures que l'on peut physiquement travailler, quoi. Précisément. Vous n'avez que 24 heures dans une journée et une espérance de vie active d'environ, disons, 40 ou 50 ans. Que vous soyez payé 10 € de l'heure ou 200 € de l'heure, vous ne pouvez pas travailler 400 heures par jour. C'est physiquement impossible, oui. C'est ça. Donc c'est le côté limité. Et c'est là qu'intervient l'arnaque des 5 objets contre 2 que j'évoquais tout à l'heure au début. La voie lente exige que vous échangez votre actif le plus précieux, le temps de votre vie, contre de l'argent. Ah, la fameuse transaction du 5 pour 2. Oui, échanger 5 jours de travail acharné, du lundi au vendredi, juste pour obtenir la permission de vivre 2 jours de liberté le samedi et le dimanche. Le texte démontre que ce système, c'est un asservissement systémique déguisé en prudence financière. Alors, j'entends cette démonstration mathématique, et la formule de l'ILL est un très bon point de départ, mais permettez-moi de recadrer un peu ce que l'auteur qualifie de liberté ou d'asservissement. Parce que la thèse de ce livre, elle repose fondamentalement sur une définition extrême, presque caricaturale. Dans quel sens? Comment ça caricatural? Dans ce texte, le succès financier, il est systématiquement associé à l'hyperluxe. C'est l'idée de conduire une Lamborghini, de vivre dans des manoirs tentaculaires, de ne plus jamais regarder l'étiquette d'un prix. Et ça s'accompagne d'un rejet viscéral de la classe moyenne supérieure qu'il qualifie carrément de médiocre.
Or, cette fameuse voie lente qu'il fustige tant, c'est en réalité l'incarnation même de ce que j'appelle la responsabilité assumée. Mais attendez, l'auteur parle aussi de responsabilité, Macan. Il y consacre même tout le chapitre 9, si je me souviens bien. C'est vrai, oui. Et c'est justement là qu'est la contradiction flagrante. Il valorise la responsabilité personnelle, mais il semble l'oublier totalement lorsqu'il attaque l'épargne et la discipline budgétaire. Rejeter la prudence financière comme un simple asservissement, c'est profondément dangereux, surtout quand on regarde l'alternative qu'il propose. Le texte admet explicitement que 90% des nouvelles entreprises, qui représentent sa voie rapide, son modèle idéal, font faillite en moins de 5 ans. C'est une statistique réelle, c'est sûr. Donc d'un côté, nous avons une accumulation qui est lente, certes, mais statistiquement très robuste. Et de l'autre, un saut dans le vide avec 90% de chances de ruine totale. Donc, qualifier la voie lente d'échec mathématique, c'est ignorer complètement la composante primordiale du risque. La voie lente, c'est pas une prison, c'est une stratégie de mitigation du risque à l'échelle d'une vie entière. Je comprends votre point sur le risque. Mais avant même d'entrer dans les statistiques de faillite des entreprises ou les taux de l'épargne, je pense qu'il faut vraiment examiner le socle philosophique de la méthode. Vous parlez de responsabilité assumée. Mais soyons honnêtes, qui est réellement au volant de sa destinée financière dans la voie lente ? L'individu qui décide de mettre 15% de son salaire de côté tous les mois, par exemple. L'auteur serait pas du tout d'accord avec ça. Le texte utilise une métaphore particulièrement frappante pour ça, c'est celle de l'autostoppeur. L'adepte de la voie lente remet systématiquement son plan financier entre les mains d'autres entités. Il confie son salaire à un employeur, ses rendements à la bourse, son pouvoir d'achat à la macroéconomie. C'est littéralement le principe de l'autostop. Vous montez dans la voiture d'un inconnu et vous espérez très fort qu'il vous emmènera à la bonne destination sans faire d'accident. Bon, je trouve l'analogie de l'autostoppeur habile sur le plan rhétorique, mais en réalité elle est trompeuse. Pourquoi trompeuse ? Si votre entreprise fait un plan social demain matin, votre plan financier s'effondre. Vous n'avez absolument aucun contrôle sur le volant. L'auteur illustre cette différence fondamentale avec l'histoire de son amie au Mexique. Ah oui, celle qui s'est fait voler son sac à main au restaurant. Exactement. Elle avait posé son sac ouvert sur une table et il a disparu. Et là, l'auteur fait une distinction brillante entre prendre la responsabilité et assumer sa responsabilité. Prendre la responsabilité, c'est admettre après coup « oui, bon, c'était ma faute, j'ai laissé mon sac sans surveillance ». Mais assumer sa responsabilité, c'est changer de comportement de manière proactive pour que l'événement ne se reproduise plus. Par exemple, en gardant le sac sur ses genoux. Oui, je vois. Et la voie lente, en fait, elle force l'individu à laisser son sac sur la table. Elle l'expose à 7 dangers majeurs énumérés dans le texte, la santé, le marché de l'emploi, l'économie, la faillite de l'employeur. C'est tout ça qui rend l'ILL, l'incontrôlable levier limité, incontrôlable. Au final, la voie lente n'est pas une stratégie, c'est un pari basé sur l'espoir. Je conteste vigoureusement cette vision binaire, vraiment. Vous dites que c'est de l'autostop, mais la réalité de la voie lente, elle se rapproche bien plus de l'utilisation des transports en commun. Ah Expliquez-moi la différence. C'est comme affirmer qu'utiliser un train pour traverser le pays, c'est irresponsable parce qu'on ne conduit pas la locomotive soi-même et qu'on ne contrôle pas les aiguillages. Le but, c'est d'arriver à destination en toute sécurité sans avoir à concevoir le moteur, financer l'acier et construire les rails de ses propres mains. Vivre en dessous de ses moyens, budgétiser avec rigueur, investir avec discipline chaque mois, c'est pas de l'autostop passif, c'est une prise de contrôle totale de ses dépenses. De ses dépenses, oui, mais pas de ses revenus. Certes, mais vous dites que l'investissement à long terme était un pari de l'espoir. Confier son argent au marché boursier diversifié sur une période de 40 ans, c'est pas de l'espoir aveugle. C'est s'appuyer sur l'analyse historique des données macroéconomiques. L'auteur reproche à la voie lente de dépendre de facteurs externes, mais aucune création de richesse n'est isolée du monde. C'est vrai, oui. Même l'entrepreneur de la voie rapide que l'auteur idolâtre, il dépend des taux d'intérêt, de la chaîne d'approvisionnement globale, du pouvoir d'achat de ses clients. La voie lente ne nie pas ses risques externes, elle les dilue par la constance. Je vous accorde ce point. L'image du train, c'est une excellente métaphore pour illustrer la diversification. Mais le problème de ce train, et c'est ce qui nous ramène à la mécanique, c'est que son moteur carbure exclusivement au temps de vie de ses passagers. C'est-à-dire, comment ça ? Eh bien, puisque vous contestez l'illusion du contrôle, analysons un peu la réalité mécanique du salariat. Si je suis l'auditeur qui prend son train tous les matins, je me sens peut-être en sécurité, mais le texte qualifie carrément mon salariat de troc criminel.
Oula, le mot criminel n'est-il pas un peu fort pour décrire un contrat signé librement par deux parties? Pour beaucoup de gens, un salaire stable, c'est la sécurité de pouvoir nourrir sa famille le soir. C'est perçu comme criminel par l'auteur à cause de la dictature absolue des revenus. Je vous donne un exemple très concret du texte. Imaginez que vous êtes un employé exceptionnel. Vous générez énormément de valeur pour votre entreprise. Est-ce que vous pouvez aller voir votre patron demain matin et exiger une augmentation de 1000%? Bah non, bien sûr que non. Vous seriez licencié sur le champ, c'est évident. Voilà l'incontrôlable levier limité en pleine action. Votre valeur est plafonnée par une grille tarifaire du marché, quel que soit votre impact réel. L'équation rend mathématiquement impossible l'accumulation rapide de richesses. Et pendant que vous attendez patiemment cette accumulation lente dans votre train, la vie s'échappe. Vous faites référence à l'argument émotionnel du texte, là. C'est pas qu'émotionnel, c'est totalement factuel. Le texte cite l'histoire de Joe l'avocat. Et c'est l'archétype du parfait passager de la voie lente. Il a fait de longues études, il a travaillé 60 heures par semaine. Oui, un vrai bourreau de travail. Totalement. Il a consciencieusement épargné dans des fonds communs de placement. Il a raté les matchs de foot de ses enfants pour payer sa maison. Et il est mort d'une crise cardiaque à 51 ans. 4 ans avant de pouvoir enfin profiter de sa retraite tant attendue. C'est tragique, indéniablement. Parce que le sacrifice aveugle hague le présent. Le salariat crée une déconnexion avec la vie elle-même. Repensez à l'expérience de Joshua Bell, citée dans le livre. Le violoniste dans le métro? Oui. Exactement. Ce violoniste virtuose s'est installé incognito dans le métro de Washington. Il a joué du Bach sur un Stradivarius de plusieurs millions de dollars pendant 45 minutes aux heures de pointe. Et parce que personne ne s'est arrêté. Personne. Plus de 1000 personnes, complètement engluées dans leur routine du 5 pour 2, obsédées par l'idée de ne pas pointer en retard au bureau, sont passées devant la beauté absolue sans même tourner la tête. Elles étaient asservies par leur trajet. C'est ça l'aveuglement systémique de la voie lente. On reporte sa vie à 65 ans sans aucune garantie d'y arriver en bonne santé. Je comprends l'impact fort de ces histoires. Vraiment. Mais d'un point de vue purement analytique, l'auteur utilise ici une manipulation rhétorique assez classique. Il prend le cas extrême, la mort prématurée de Joe, pour invalider une loi statistique globale. Mais la mort prématurée, c'est un risque réel, ça arrive tous les jours. Bien sûr, c'est réel, mais le fait que notre temps sur Terre soit fondamentalement incertain, est-ce que ça justifie de rejeter la certitude mathématique d'une accumulation linéaire? Si nous devons tous vivre en partant du principe que nous allons faire une crise cardiaque à 50 ans, alors aucune planification à long terme n'a de sens. Même une entreprise ne pourrait pas fonctionner avec cette logique-là. Mais est-ce qu'on ne sacrifie pas trop de présent pour ce futur hypothétique? Regardons honnêtement la destination de ce train. L'auteur lui-même admet un peu du bout des lèvres que le millionnaire de la voie lente finit dans la bourgeoisie à l'âge mûr. Il possède une belle maison, il est à l'abri du besoin, il a pu financer l'éducation de ses enfants. Depuis quand ce scénario-là est-il considéré comme un échec écrasant? C'est pas un échec, c'est vrai, mais c'est pas la liberté financière à 30 ans non plus, hein. C'est une réussite statistique phénoménale face au risque constant de la ruine financière. Ce que l'auteur appelle le trottoir, c'est-à-dire vivre d'un chèque à l'autre en dépensant tout ce qu'on gagne. La voie lente n'exige pas que vous ignoriez Joshua Bell dans le métro. Elle exige juste que vous compreniez que la stabilité a un prix et que l'accumulation de capital, ça demande du temps. Refuser ce compromis sous prétexte que le temps est limité, c'est exiger le beurre et l'argent du beurre en fait. Très bien. Mais si le salariat et le temps plafonnent nos revenus de manière si absolue, pourquoi est-ce que tant de gens s'y accrochent? C'est là que le système nous vend sa solution miracle, faire plus d'études pour augmenter notre taux horaire. Mais l'auteur soutient que c'est un piège encore plus grand. Ah, Incapables de changer la limite physique des 24 heures, les adeptes de la voie lente tentent de forcer l'équation via l'éducation institutionnelle. et qu'y a-t-il de mal à se former pour augmenter sa valeur sur le marché du travail, franchement? Le problème, c'est le coût temporel de cette stratégie. Prenons le personnage de Monsieur Prudent dans le livre. Il retourne à l'école pour obtenir un MBA, tout ça en espérant augmenter son salaire. Mais le texte démontre que les études supérieures, particulièrement dans le système actuel, engendrent ce qu'il appelle des dettes parasites. Des dettes parasites, comment il définit ça mécaniquement déjà? Une dette parasite, c'est un emprunt qui ne génère pas de revenus autonomes, mais qui vous force à vendre encore plus de votre temps, simplement pour rembourser l'institution qui vous a prétendument libéré. Vous empruntez 60 000 € pour votre diplôme, avec les intérêts vous en devez 80 000. Vous devez travailler 5 voire 10 ans de plus juste pour revenir à zéro. C'est l'asservissement aux études, quoi.
Vous n'avez pas le temps de créer de la valeur ou d'entreprendre parce que vous êtes littéralement menotté par votre prêt étudiant à un emploi que vous détestez peut-être. Je trouve que qualifier la dette étudiante de purement parasite, c'est un raccourci intellectuel assez dangereux, pour être honnête. Pourquoi ? Elle vous bloque bien dans la voilante, pourtant ? Parce que l'éducation augmente réellement et structurellement la valeur intrinsèque d'un individu. L'auteur lui-même se contredit un peu plus loin lorsqu'il utilise l'exemple du médecin payé $200 de l'heure. Ce statut social, cette expertise médicale et cette capacité à générer de la valeur sociétale, ça n'existe que grâce à cet investissement éducatif initial massif. Ce n'est pas un asservissement, c'est l'acquisition d'un capital intellectuel qui offre un levier puissant, même s'il reste dans le cadre du salariat. Soit, bon, admettons que l'éducation est une valeur intrinsèque. Mais qu'en est-il de la confiance aveugle que la voie lente place dans les experts financiers ? C'est le deuxième outil utilisé pour forcer l'équation, et c'est fascinant d'hypocrisie. Le livre attaque frontalement les gourous médiatiques des finances personnelles, les Suze, les David, les Robert. Oui, il ne mâche pas ses mots à leur égard. C'est le moins qu'on puisse dire. Ils les décrivent comme des paradoxes vivants. Si je vous dis découpez des coupons de réduction, annulez votre abonnement Netflix, achetez des fonds communs de placement et dans 40 ans vous serez riche, c'est le dogme classique de la voie lente. Ces experts y prêchent ça à la télévision tous les jours. Mais comment, eux, sont-ils devenus des multimillionnaires ? En vendant des livres et des émissions de télévision, je suppose ? Exactement. Ils utilisent la voie rapide, eux, en vendant des millions de livres, en créant des franchises médiatiques à effet de levier massif. Ils ne sont pas devenus riches à 35 ans grâce au rendement de 8% de leur petit portefeuille boursier. Ils sont devenus riches grâce à la vente de leurs conseils à une audience captive. Ils appliquent une équation de création de richesse, donc unité vendue multipliée par le profit par unité, tout en vendant à leur public l'équation de la voie lente. Oui, le contraste est fort, c'est sûr. Et pour prouver que cet investissement passif est une arnaque, l'auteur cite son propre compte-retraite. Ah, l'exemple de 1997, hein. Oui, c'est ça. Il a placé $1000 sur un compte géré passivement en 1997 et 10 ans plus tard, à cause des frais de gestion cumulés et des corrections violentes du marché, ce compte ne valait plus que $698. La promesse magique des intérêts composés a été littéralement fracturée par la réalité du marché. Le temps n'a pas enrichi son capital, il l'a érodé. Alors là, c'est sans doute le segment le plus polémique du texte, et à mon sens, celui qui manque le plus d'honnêteté intellectuelle. Ah oui. C'est pourtant une démonstration mathématique pure et simple. Commençons par cette histoire de compte-retraite, si vous voulez bien. L'anecdote de l'auteur sur son compte passant de 1000 à $698, c'est le parfait exemple du cherry-picking statistique, c'est-à-dire qu'il a choisi les données qui l'arrangent, selon vous. Mais complètement. Il sélectionne un mauvais fonds, sur une décennie spécifique de crise, très probablement la bulle Internet des années 2000, suivie immédiatement de la crise des subprimes, tout ça pour invalider un siècle entier de croissance des marchés mondiaux. Sur n'importe quelle période glissante de 20 ans dans l'histoire moderne, les indices diversifiés ont généré de la richesse. Utiliser un point de données isolé sur 10 ans pour dire « la bourse ne marche pas », c'est franchement trompeur. Et concernant l'hypocrisie des gourous financiers, vous pouvez difficilement nier qu'ils font fortune sur le dos de leurs auditeurs. C'est vrai, ces personnalités médiatiques ont utilisé le modèle scalable de l'édition pour maximiser le revenu personnel. Mais il faut séparer le messager de la validité du message. Le fait qu'un expert écrive un livre pour amplifier son propre patrimoine n'invalide absolument pas la solidité mathématique de l'épargne pour le citoyen moyen. Les lois de l'intérêt composé, elles ne cessent pas soudainement de fonctionner simplement parce qu'un conseiller financier s'est enrichi en vendant un livre à leur sujet. Mais ils vendent un remède qu'ils ne consomment pas eux-mêmes pour s'enrichir rapidement. Vous voyez bien le problème, hein ? Et si nous parlons de paradoxe, soulignons quand même l'ironie ultime, l'éléphant au milieu de la pièce de ce livre. L'auteur fustige ses gourous pour s'être enrichi en vendant des livres sur la richesse. Mais que fait-il exactement avec cet ouvrage ? Il est précisément en train de vendre un livre sur la richesse pour consolider la sienne. Il crée exactement le même paradoxe qu'il dénonce avec tant de virulence. C'est de bonne guerre de soulever ce paradoxe de l'auteur, je vous l'accorde. C'est d'ailleurs une critique que de nombreux lecteurs font face à ce genre d'ouvrage. Mais je ferai valoir que la différence réside dans la transparence de la méthode. L'auteur assume pleinement que son livre est un produit, un système à effet de levier. Il dit à ses lecteurs « faites ce que je fais », alors que les gourous traditionnels disent « faites ce que je dis, mais ne regardez surtout pas comment je gagne vraiment mon argent ». C'est une nuance pertinente, oui, je vous l'accorde. La transparence de sa démarche est réelle.
Cela dit, au terme de notre analyse des concepts de ce livre, ma position reste profondément ancrée dans la mécanique démontrée par le texte. La richesse qui est basée et calculée sur le temps reste une prison mathématique. Que vous soyez dans le bus, dans le train ou dans une belle voiture payée à crédit, le système du salariat et de l'épargne forcée repose sur ce fameux échange perdant de 5 jours de servitude pour 2 jours de liberté. Dans ce modèle, le contrôle total est une illusion, souvent remplacée par l'espoir que la macroéconomie tienne bon, que la santé ne lâche pas à 50 ans et que l'inflation ne dévore pas le pécule accumulé. L'incontrôlable levier limité reste une barrière infranchissable pour qui cherche une véritable indépendance. De mon côté, je maintiens que ce texte, malgré ses provocations qui sont extrêmement stimulantes, souffre de son propre biais de sélection. La voie lente, avec toutes ses limites reconnues, ses 24 heures par jour et ses marchés parfois fluctuants, ça offre un modèle de stabilité et de sécurité qui a objectivement sorti des millions de personnes de la précarité. Rejeter la certitude statistique d'une fin de vie confortable dans la classe moyenne, sous prétexte qu'elle ne permet pas de prendre sa retraite sur une plage privée à 35 ans, c'est imposer une définition irréaliste de la réussite. La discipline, la budgétisation et l'épargne ne sont pas les chaînes d'un asservissement, ce sont des outils de libération progressive. Nos positions mettent bien en lumière une divergence fondamentale dans la définition même du but à atteindre. Nous pouvons probablement convenir d'une chose, c'est que les mathématiques de la croissance exponentielle favorisent effectivement d'autres systèmes que le salariat linéaire si l'on cherche une richesse rapide et massive. Absolument. Les mathématiques de l'entreprise et du salariat ne jouent pas du tout dans la même cour. Cependant, la définition de ce qui constitue assez, qu'il s'agisse d'accumuler patiemment 1 million d'euros pour garantir la sécurité de sa famille à 65 ans, ou de risquer gros pour générer 10 millions et une liberté absolue à 35 ans, ça reste profondément subjectif. C'est une réponse propre à chaque lecteur. Tout à fait. L'ambition de l'un n'est pas forcément la mesure de l'échec de l'autre. Le grand mérite de ce texte, je pense, c'est d'agir comme un miroir grossissant. Il force le lecteur à examiner la solidité et la cohérence de sa propre feuille de route financière, sans aucune complaisance. Et les paradoxes que nous avons soulevés aujourd'hui montrent bien qu'il y a encore beaucoup à déconstruire dans les autres parties de ce matériel. Exactement. Au final, la question revient à notre métaphore du début. En regardant votre propre vie, êtes-vous prêt à échanger vos 5 objets précieux pour en obtenir 2 ce week-end? Ce ratio de 5 contre 2 est-il le prix légitime et responsable de l'appel d'esprit? Ou est-ce l'aveuglement d'un système qui vous demande de sacrifier votre présent? C'est à vous de scruter votre propre équation. Merci d'avoir suivi notre discussion d'aujourd'hui. À la prochaine. Le temps est la seule ressource que vous ne récupérerez jamais. Si vous refusez de laisser le système dicter votre futur, likez cette vidéo et abonnez-vous maintenant pour ne pas manquer la suite qui vient dans 3 jours. Question du jour. Quel est l'objet ou l'habitude qui vous coûte 5 jours de votre vie chaque semaine? Répondez en commentaire, je lirai tout. Et n'oubliez jamais chez Biblio Podcast Vision. Écoutez aujourd'hui ce que vous vivrez demain.